Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus, si nombreux d'ailleurs, à cette réunion publique sur l'aide sociale à l'enfance que je vous propose. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Charlotte Leduc, députée de la 3e circonscription de Moselle. Et je suis honorée d'accueillir ma collègue députée dans le même groupe que moi, à la France Insoumise, députée du Puy-de-Dôme, Marianne Maximi, qui nous fait l'honneur de venir de Clermont-Ferrand jusqu'ici en Moselle ce soir pour parler aide sociale à l'enfance. Alors déjà que Clermont-Ferrand-Paris, c'est dur, mais alors si en plus il faut aller jusqu'à Metz, ça mérite d'être souligné. Je te remercie, Marianne, d'être venue pour parler avec nous aide sociale à l'enfance, parce que évidemment c'est un engagement que tu as depuis longtemps, puisqu'avant d'être députée, donc Marianne était éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance, donc connaisseuse du sujet, évidemment, engagée en tant que professionnelle et engagée maintenant en tant que députée sur le sujet des enfants placés. J'en profite dans la petite phase des remerciements pour remercier nos équipes parlementaires à toutes les deux qui ont œuvré pour la bonne tenue de cette réunion publique et son organisation. Donc merci à nos collaboratrices et collaborateurs pour avoir organisé tout ça. Dans cette réunion, vous allez entendre évidemment Marianne qui fera un peu la conclusion de cette réunion publique en nous présentant notamment le travail parlementaire qu'elle mène et qu'on mène avec notre groupe sur ce sujet-là. Mais avant ça, je donnerai aussi la parole à des intervenants, des travailleurs sociaux de la protection de l'enfance qui travaillent ici en Moselle. Et je tiens à les remercier vivement d'avoir accepté de participer à cette réunion. C'est pas forcément évident en tant que professionnel de venir parler en public de ces questions-là dans un milieu professionnel qui est très en souffrance, et je voudrais vraiment les remercier de nous permettre d'entendre leurs témoignages. Donc on va entendre Pierre Schaeffer, qui est donc éducateur spécialisé auprès des mineurs non accompagnés, donc au centre départemental de l'enfance, qui va nous parler du quotidien des éducs, les problèmes de crise d'évocation, des questions de turnover dans les équipes et du travail au quotidien. On entendra aussi Anne-Marie Demont, qui est éducatrice spécialisée aussi auprès des mineurs non accompagnés, qui nous parlera notamment de l'importance du nombre de dossiers qu'il y a à traiter, de toutes les questions les situations que connaissent les mineurs non accompagnés dans les problèmes de non-scolarisation, de dégradation des conditions d'accueil, les problèmes d'évaluation en retard et de son quotidien de travail aussi. On entendra Corinne Herbin, qui est éducatrice au jardin d'enfants, donc pour les enfants plus jeunes, de 3 à 8 ans, c'est ça, qui travaille aussi notamment avec des enfants en situation de handicap. Et puis, on entendra aussi Éric Florindi, qui est éducateur aussi au CDE et délégué syndical Sud Santé Sociaux, qui nous parlera du collectif aussi Protect 57, dont les affiches tiennent encore, profitez-en pour les regarder, et puis qui nous parlera aussi de la question des adolescents, je crois. Donc un programme assez intense. Je vais compter sur vous, les différents intervenants, pour essayer de tenir en 5 minutes dans vos interventions, parce que le but, c'est d'avoir un temps d'échange assez important avec la salle ensuite, parce que je crois que parmi vous, il y a aussi pas mal de professionnels qui travaillent de près ou de loin sur ces questions-là et qui auront probablement des témoignages et des choses importantes à nous partager. Alors, je vous redirai ça à la fin, mais on essaiera d'organiser la circulation de la discussion de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer mais je vous redirai ça tout à l'heure. Et puis donc évidemment après avant ce temps d'échange, Marianne nous présentera le travail qu'elle fait avec un peu une question d'un tour de France de l'aide sociale à l'enfance, et puis les constats qu'elle a déjà fait au niveau national, et puis le travail parlementaire et nos propositions. Alors, moi, je dois quand même vous dire en introduction, pour ce qui est de ma part, que je suis archéologue de métier. Donc, c'est un sujet que j'ai découvert en tant que députée, la protection de l'enfance. C'est clairement pas un sujet que je connaissais avant.
Et pour cause, c'est pas un sujet qui est discuté dans les médias, c'est un sujet qui est largement qui est sous les radars du débat politico-médiatique. C'est vraiment pas des sujets. Enfin, en gros, on peut le dire, tout le monde s'en fout de l'aide sociale à l'enfance. On va le dire ça comme ça. Et donc moi, le quotidien des enfants placés, j'y avais absolument jamais été confrontée. J'ai découvert ce sujet à l'Assemblée nationale parce que grâce au travail de Marianne, grâce aussi à l'engagement de notre présidente de groupe Mathilde Panot sur ces questions-là, on a eu des rencontres à l'Assemblée nationale et je pense notamment mon premier contact, ça a été avec l'association, c'est une association Les Oubliés de la République, et notamment le comité de vigilance des enfants placés qui sont venus apporter des témoignages à l'Assemblée. Et c'est des témoignages que j'ai pris en pleine tête, voilà, des jeunes majeurs, tout sortis de l'ASE, qui viennent témoigner de leur parcours d'abandon, abandon sur abandon, galère sur galère, et c'était des témoignages qui étaient évidemment très forts en émotion, qui étaient très puissants. Et c'est des moments à l'Assemblée nationale qui sont rares, malheureusement. C'est un peu comme ça qu'on aimerait travailler, c'est-à-dire faire venir les gens qui subissent nos politiques, qui subissent tout ce qu'on décide à l'Assemblée nationale. On voudrait qu'on puisse les entendre et les écouter pour qu'ils nous donnent directement la façon dont ils vivent ça. Et clairement, les enfants placés nous ont dit énormément de choses sur leur situation et sur la façon dont l'État est clairement un parent défaillant. Je pense que c'est vraiment la conclusion de cette rencontre. On sort pas indemne de ces rencontres. Moi, c'est ce qui a motivé nos échanges avec Marianne, mon récent engagement, on peut dire, sur ces questions-là. J'aurais bien aimé que d'autres députés viennent, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de députés de la gauche qui sont venus écouter ces enfants, et on aurait bien voulu qu'ils aient pu être entendus par d'autres. La façon dont dont une société traite ses enfants, ça dit tout, en fait, de comment fonctionne notre société, et c'est finalement particulièrement effrayant en France. On se dit qu'on doit protection aux enfants, on leur doit protection, on leur doit d'assurer des conditions de vie normales, des conditions d'évolution, d'épanouissement, et on voit que ces conditions, clairement, elles se détériorent. Et au sujet de l'enfance, tout ça, ça se traduit dans tous les domaines. Ça se voit, pour reprendre une vision un peu plus globale de l'enfance, ça se voit au niveau des crèches. On a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur notamment la question du business des crèches et à quel point ça participe à la maltraitance des jeunes enfants, de nos petits. On voit l'effondrement de l'école publique, on voit l'accueil catastrophique à l'école des enfants en situation de handicap, on voit l'état de la pédopsychiatrie, et évidemment la protection de l'enfance, c'est quelque part le pire du pire, les enfants les plus vulnérables qui sont aussi particulièrement maltraités, et encore plus s'ils sont d'origine étrangère, comme les mineurs non accompagnés. Je vais prendre aussi un exemple de cette détérioration de la façon dont on prend soin ou plus de nos enfants, l'exemple d'un récent procès qui a eu lieu à Metz d'un père d'un policier qui a été accusé de violence sur sa femme et ses 2 enfants. Ce sont ces enfants qui ont alerté, c'est un tout jeune garçon qui a permis à son petit frère et à sa mère d'enfin ouvrir leurs paroles, et qui a porté plainte, et après une première condamnation de ce papa policier à 18 mois de prison avec sursis, il avait fait appel, et contre toute attente, moi j'avais assisté à l'intégralité du procès en appel, et les juges l'ont relaxé, en estimant qu'il s'agissait quelque part de violences éducatives qui étaient tolérables. Et on a vécu clairement au tribunal de Metz il y a quelques semaines un énorme rétropédalage dans les avancées qu'il y avait eu sur la question des violences éducatives. Donc les enfants on a encore beaucoup de chemin pour faire avancer le droit des enfants, ne serait-ce que pour entendre leurs paroles. Donc on leur doit protection et soins, et puis finalement on les abandonne, on les maltraite et on les méprise. Vous avez probablement suivi
les prises de parole régulières de notre Premier ministre Gabriel Attal. Quelque part, à chaque fois qu'il prend la parole et à chaque fois qu'un ministre s'exprime, ça parle d'autorité, de répression, de mise au pas pour les enfants et pour leurs familles. Et on est sur un copier-coller de programmes de la droite et de l'extrême droite sur ces questions-là. On pense évidemment au fameux tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies de Gabriel Attal. Mais quand c'est l'État qui casse, on se demande bien qui répare et avec quels moyens. Et donc on va parler de ça ce soir. On va aborder évidemment là particulièrement la question de l'aide sociale à l'enfance. Et vous l'avez vu, la question de l'enfance en soi, ça soulève des sujets, énormément de sujets qui sont tous éminemment politiques. Et évidemment, avant de laisser la parole aux intervenants, je voudrais aussi, puisqu'on parle d'enfance, avoir une grosse pensée pour les enfants de Palestine, qui sont les premières victimes des massacres occasionnés par le gouvernement Netanyahou en Palestine et à laquelle la France doit aussi protection. Voilà, sur cette petite transition, je laisse la parole. Pierre, si tu veux bien commencer. C'est Charlotte. Bonsoir. Moi, comme elle a pu me présenter, je m'appelle Pierre, je suis éducateur au Centre départemental de l'enfance, plus particulièrement auprès des mineurs non accompagnés. Donc, c'est les étrangers qui arrivent enfants sur le territoire français et donc pour qui on doit protection aussi, puisque un enfant isolé est par définition en danger. Les problématiques qu'on peut rencontrer aussi, c'est que là, depuis août, on va dire, il y a eu une arrivée importante de mineurs non accompagnés. Donc le CDE, c'est de l'accueil d'urgence, du coup, on accueille tout le monde. Et aussi, la politique du département veut que on ne laisse pas un enfant à la rue, mais malheureusement, il n'y avait pas forcément de moyens supplémentaires mis en œuvre. Donc au final, on s'est retrouvé en sureffectif depuis août. On est monté du coup sur un groupe de 27. On est arrivé au plus fort du sureffectif en début janvier. On est monté à 107 enfants sur le groupe avec le même nombre d'éducateurs. Donc effectivement, nous je suis éducateur d'internat. Du coup, c'est vraiment l'accompagnement au quotidien des jeunes. Et à 107, c'est compliqué d'accompagner les jeunes, correctement, d'entendre aussi leur mal-être, parce que du coup, effectivement, la nuit, le soir, ils promènent leur petit matelas pour s'installer dans la salle à manger, les uns à côté des autres, où c'est compliqué de circuler entre les différents matelas. Donc c'est au niveau de la dignité de ces jeunes et de la qualité de l'accueil, ça me questionne. Après, par rapport à ça, justement, on peut constater une crise des vocations qui est de moins en moins de personnes qui veulent faire ce travail d'accompagnement des jeunes de manière générale. Après, effectivement, les conditions d'accueil sont difficiles, donc forcément, c'est un métier qui ne fait pas rêver. On peut pas vraiment dire que le salaire à la fin du mois ce soit forcément très motivant pour faire ce métier. Et après, ça c'est quelque chose qu'on constate au quotidien, puisque par rapport à il y a beaucoup de turnover, notamment partout dans le travail social, mais notamment, je vais prendre l'exemple de mon groupe. Du coup, ce groupe où je travaille, où maintenant on est redescendu, on n'est plus que 45, mais sur l'équipe, concrètement, on est 2 professionnels qui sommes sur ce groupe depuis avant septembre. Donc, comment dire, sur 7 éducateurs, ça fait quand même peu. Et après, la difficulté qu'on rencontre aussi, c'est que c'est des professionnels, pour la plupart, qui sont non diplômés. Par exemple, sur les 7 éducateurs de mon équipe, par exemple, on est 3 diplômés. Donc, c'est des personnes qui viennent, ils ont envie de bien faire, mais par manque de formation, par manque d'accompagnement aussi. Au final, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Donc, ça, c'est compliqué, là aussi, d'accompagner correctement
les enfants qu'on accompagne. Mais le problème, c'est que aujourd'hui qu'on écrit l'avenir de ces jeunes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci d'être venu nous rencontrer. Ça fait plaisir aussi d'avoir... ça vaut le coup d'aller voter, quoi. On s'occupe aussi un peu de nous, parce que si on veut que les enfants soient bien accompagnés, il faut déjà qu'on défende, nous, nos droits. Moi, j'ai appris un métier et je trouvais que c'était un beau métier. J'ai pas fait ce métier pour être riche, parce que j'avais envie de le faire, je pense, comme Christophe, qui est là, que je connais depuis pas mal de temps. Je suis toujours pas riche. Toujours pas riche, mais toi, tu es à la retraite maintenant. Voilà. Ou Eric, enfin bon, tous ses collègues. Je suis contente de voir la jeunesse aussi qui est venue un petit peu, même des directeurs d'établissements. Donc voilà, je crois qu'il est temps qu'on s'occupe de nous. Parce que moi, je veux témoigner mon désarroi. Là, j'appelle ça comme ça. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. J'ai 59 ans bientôt. Ça fait 40 ans que je travaille. Et là, je me fatigue, vraiment. J'ai déjà eu une souffrance professionnelle. J'ai des amis à moi qui en ont eu aussi. Certains sont dans la salle. Donc, 2 mois d'arrêt maladie, pas entendu. La souffrance, ça n'existe pas. Si ça ne va pas, t'as qu'à t'en aller. Mais alors, celle des enfants, c'est encore pire parce que... il n'y a personne pour la porter, quoi. Si nous, on n'est plus en capacité de porter la souffrance des gamins, c'est pas la peine. Alors, les gamins du centre départemental de l'enfance, vous le savez, c'est les plus malheureux. C'est ceux qu'on retire de leur famille parce qu'ils ne peuvent pas y rester. Et alors, cette maltraitance institutionnelle qui s'est généralisée, j'en peux plus. Parce que ce manque de moyens, alors moi, je ne suis pas politique, je n'ai pas fait d'économie. Enfin, je conseille aux jeunes de faire vraiment de l'économie parce que pour piger comment ça se passe... Charlotte, toi, tu es archéologue, mais je crois que tu t'es mis un peu à fouiller les chiffres. C'est ce qui était sur une vidéo. Donc, voilà, défendre les gamins, c'est défendre notre avenir à tous. 7e puissance mondiale, donc je crois qu'il est temps qu'on s'y mette. En plus, il y a plein de bonnes volontés. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées. Moi, les 64 € d'argent d'habillement par mois ou de vêture, peu importe comment on appelle, on peut peut-être revoir ça. S'il y a une crise économique, on peut aller s'habiller chez Emmaüs, on peut éduquer les gamins dans ce sens-là. Ces gamins, les MNA, moi j'en ai 90 à suivre. C'est pas possible. Ils arrivent en entretien, je me souviens plus de leur prénom, non. Mais je me souviens de leur tête, puis j'essaye de me souvenir de leur projet pour les faire avancer, mais c'est très très compliqué. Donc à Vigie, on a des pavillons, vous n'avez pas pu aller visiter, mais un pavillon de 40 avec une personne qui n'est pas éduque. Moi, j'ai rencontré des jeunes pros, je dis, mais t'as fait où l'école? Et la jeune femme me disait, non, moi j'ai postulé pour être maîtresse de maison, j'ai un CAP cuisine, puis on m'a dit, oh, tu sais un peu parler, tu vas être éduque. Mais au bout de 2 mois, elle ne reste pas parce qu'elle s'épuise. De toute façon, elle a un contrat de 6 mois, elle est payée au rabais, donc voilà, on récolte ce qu'on sème en règle générale. Et du coup, on même fait les mêmes, enfin, comment on dit, les mêmes effets, aux mêmes causes, les mêmes effets, enfin, voilà. Donc, tout ce que nous, on ne va pas faire au niveau éducatif, les réseaux mafieux, ils vont s'occuper de nos gamins. Donc, on a la prostitution qui arrive, oui, voilà. On a les trafics, les grosses berlines arrivent devant les foyers éducatifs, vont proposer un petit billet aux gamins. On connaît aussi tout ça, c'est vieux. Ils vont les faire consommer, puis une fois qu'ils seront bien accros, nos mômes, et là, ils vont les faire bosser. Donc, ce sont des mineurs, ils ne peuvent pas être incarcérés, donc ça part au Luxembourg, les 3 frontières, la POF. On est en plein. Alors, les criminels se professionnalisent et nous, on perd notre métier. Alors, je ne sais plus trop comment faire, là. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je n'ai pas regardé mes notes. Ouais, donc voilà, c'est une décrépitude, c'est un délitement, c'est une déliquescence. Et puis, les gens pas formés, et puis des gens qui ont des contrats de 6 mois ou 1 an, on les tient en laisse. Donc, moi, ça m'est arrivé, par exemple, il y a eu des courriers anonymes, c'était la mode au CDE à l'époque de la direction d'il y a 1 an. Donc, on s'intéressait aux courriers anonymes plutôt que de les jeter directement à la poubelle, non. Et on était convoqués. Moi, il y a des gens qui ont signé. C'est pour ça,
Même jusqu'à hier, j'ai hésité à venir parce que je me suis dit, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Et puis finalement, tant pis, on verra bien. Ma fille est grande. Elle pourra se débrouiller un petit peu. Et puis bon, bref, me taire, je ne pouvais pas. Pour eux, en tout cas, pour les gamins. Donc voilà. Le retard des évals, il y a beaucoup de MNA. Non, il n'y a pas beaucoup de MNA. On n'a fait aucune évaluation sociale cet été. On avait 80 évals en retard. Pour la cellule nationale de Paris, personne n'arrivait à Metz, alors qu'une quarantaine arrivait par mois. Donc forcément, ça a explosé les chiffres. Et quand on a interpellé notre direction, on attend des devis. Ah ouais, ils ont attendu 4 mois. Tu peux repréciser ce que c'est une éval? L'évaluation sociale, c'est Christiane. Alors ça, c'était plutôt bien par rapport aux jeunes étrangers. Christiane Taubira, il y avait tous les présidents de département qui râlaient, notamment la Seine-Saint-Denis à l'époque, Bartholone, je crois que c'était, qui a dit, moi, je vais plus les accueillir, pas parce qu'il était raciste, mais parce qu'il en avait plein. Et tout le monde s'en foutait. Et lui, il y avait un aéroport, département le plus pauvre, donc il a dit, non, maintenant, on fait jouer une solidarité nationale. Et c'est ce qu'a fait Christiane Taubira. Donc, c'est pas parfait, hein. Eric, il est pas, on est un peu en désaccord là-dessus, mais un peu, pas complètement. C'est de dire à la personne qui arrive, qui es-tu, pourquoi es-tu venu, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. En gros, c'est ça. Si la personne qui arrive, on voit qu'il y a une calvitie, qu'il y a des rides et tout ça, on va lui dire, monsieur, il y a des services pour les adultes, l'aide sociale à l'enfance, c'est pour les enfants. Donc, en fait, c'est ça. Et puis, c'est aussi, une fois qu'on sait qui est la personne qui est arrivée, on transmet l'évaluation sociale au parquet mineur, qui, lui, après la première OPP de 8 jours, va faire une OPP plus longue. Et puis après, c'est la protection de l'enfance, parce qu'on a quand même de la chance, l'ordonnance de 45 est là pour tous les enfants, sans distinction de race, de sexe, d'origine, quoi. Donc voilà, donc retard dans ces évals fait que on a 40, mais jusqu'à il y a peu de temps, à Harry, il y avait une trentaine de jeunes, on ne savait pas qui ils étaient. Donc moi, à l'ASE, je ne sais même pas qui sont là. Le tribunal pour enfants de Metz ne sait pas qui sont là. Donc c'est hors la loi aussi, ça. Et puis des difficultés, il faut arrêter de dire qu'on a des difficultés. Un sureffectif, quand ça fait 10 ans, c'est un effectif, ça s'appelle. Donc il y a aussi ces trucs de langage qui nous habituent à une médiocrité, alors que non, on vaut mieux que ça quand même. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors bonsoir, moi je suis Corinne, je suis éducatrice de jeunes enfants au jardin d'enfants sur un groupe de 3-8 ans, mais ça va faire 33 ans que je suis au centre départemental de l'enfance. J'ai d'abord travaillé en pouponnière avec des enfants de 0 à 3 ans, et il y a une dizaine d'années j'ai intégré donc le jardin d'enfants, parce que ça correspondait plus à ce que j'attendais moi en tant que professionnelle. Voilà, donc ce que je peux vous dire, mon constat, moi, avec toutes ces années, c'est qu'on a eu une période en 30 ans où tout avait bien évolué pour les enfants, pour les prendre en charge, pour les accompagner. Et depuis une dizaine d'années, on est en train de régresser. On doit travailler avec des moyens financiers constants, avec des effectifs qui explosent. Et ça, c'est pas possible, avec moins de personnel aussi. Ça, c'est compliqué aussi, alors qu'on sait que les enfants ont besoin d'être sécurisés, d'être accompagnés, donc il faut du monde autour d'eux, quoi. C'est important. Après, ce que moi j'ai pu aussi observer, c'est au niveau du handicap. On a de plus en plus d'enfants porteurs de handicap depuis une dizaine d'années. Alors ça peut être tant des handicaps moteurs, ça peut être aussi de l'autisme, ça peut être des enfants atteints de cécité. Et là, il faudrait vraiment dégager des moyens pour ces enfants, parce qu'on manque cruellement de moyens. Par exemple, pour des gamins qui ont des troubles du spectre autistique, c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous pédopsychiatres ou alors tout simplement CMP, CAMS. Et on sait que le médico-psychiatrique est vraiment en grosse difficulté par rapport à ça, quoi. On a restreint leur budget alors que ça manque. C'est des enfants qui auraient vraiment besoin d'être accompagnés plus, quoi. Et du coup, ça met les équipes des fois en difficulté par un manque de formation. Parce que bon, c'est vrai que c'est important. On a des personnes non diplômées aussi autour de nous qui n'ont pas cette approche du monde du handicap. Et même moi, diplômée,
J'ai été détachée il y a 4 ans pour pouvoir m'occuper d'un enfant atteint de cécité. Et du coup, j'ai dû, moi, travailler par le biais d'Internet pour trouver moi-même, me renseigner comment travailler avec cet enfant. Très peu aidée par son référent ASE parce que plein de dossiers, plein de choses, ce qui peut s'expliquer aussi, mais on nous laisse, nous, dans la prise en charge un peu plus dans la complexité. Et là, je dois dire, parce que je pense qu'on a sollicité l'IES, et il y a un éducateur de l'IES qui est venu m'expliquer ce qu'était le monde du handicap pour un enfant atteint de cécité et comment travailler avec un enfant doublé aussi avec des troubles autistiques. Donc, j'ai eu beaucoup d'aide de ce côté-là et pour ça, je leur remercie, ce qui veut dire qu'au niveau du partenariat, c'est important aussi d'avoir de bons liens et de pouvoir s'épauler les uns les autres, quoi. Après, on essaie d'inclure aussi ces enfants dans le monde de la scolarité dans des écoles dites lambda, sauf qu'il y a des enfants qui ont besoin d'AESH, mais il n'y en a pas assez. Donc, on les envoie un petit peu, désolé du terme, au casse-pipe. Voilà, débrouillez-vous. Les instituts ne sont pas compétents. Quand on les prend un peu en individualité, si, ils ont des compétences, ils ont un retard, mais ils ont des compétences. Donc, le regard négatif qu'on peut porter sur l'enfant ne l'aide pas non plus dans le monde du handicap. Voilà, c'est très compliqué. Et après, moi, j'ai eu beaucoup de chance d'un point de vue professionnel. Et ça, je pense que c'est important d'être dit aussi. Dans toutes ces choses négatives, on m'a détachée vraiment pour pouvoir m'occuper de cet enfant et aussi, depuis 7 mois, d'un enfant qui présente des gros troubles du comportement et qui a besoin d'aide parce que très violent, très agressif, que ce soit à l'école ou avec ses camarades sur le groupe. Donc, je peux faire ce travail avec cet enfant. Et ça, c'est vrai que je suis là temporairement pour les aider, parce que voilà. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ce genre de choses soit pérenne, quels que soient les enfants et quels que soient les groupes et quelles que soient les tranches d'âge, quoi. Voilà, je pense qu'il faut les accompagner de ce côté-là. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que du coup, les équipes sont en difficulté parce qu'elles peuvent pas répondre vraiment aux besoins réels des enfants, parce que quand la collègue est toute seule avec 15, 16, 17 enfants, plus un enfant ou deux qui présentent des troubles ou qui sont atteints de cécité, on les met en difficulté, quoi. Et du coup, elles s'y retrouvent plus. Leur travail n'a plus le même sens. Et je pense que donner du sens à notre travail, c'est accompagner les enfants et les épauler, les faire grandir au mieux, quoi, répondre à leurs besoins. Voilà. Et ce qui est encore pire dans tout ça, c'est que vous avez en plus la barrière de la langue et la barrière ethnique. Parce qu'on voit ça avec nous, nos yeux de Français. Et quand vous avez une personne qui arrive de Guinée ou d'Afrique centrale où éduquer les enfants, ce n'est pas comme chez nous. Il y a des choses que font qui sont interdites en France. Expliquer à ses parents, non, c'est interdit. Donc c'est tout un travail pédagogique qu'il faut faire aussi. Et ce sont des personnes qui n'arrivent pas à intégrer que des fois leurs enfants peuvent avoir des limites intellectuelles. Et ils ont peur d'être jugés, et du coup, c'est encore tout un travail à faire. Et si on ne nous donne pas les moyens de le faire, c'est pareil, quoi. C'est des enfants qui en souffrent. Et ce qu'il y a aussi de bien, ce qu'on essaye de faire, alors c'est quand même des choses un peu positives, c'est que pour cet enfant qui a des gros troubles du comportement, qui est très violent, pour essayer de le comprendre, qui maintenant est suivi en CMP avec, je peux l'accompagner en immersion à l'école pour essayer de voir son comportement et donner des billes pour l'aider aussi de ce côté-là et comprendre cette violence. Et puis voilà, donc c'est tout. Et ce qui est important, pour terminer, c'est penser à l'aménagement de l'espace pour des enfants porteurs de handicap, quels qu'ils soient. Voilà, et ça, c'est pas fait. Voilà. Et puis nous, notre rôle, c'est de l'aider les enfants à grandir, les faire grandir, parce que comme on est toutes d'accord là-dessus, ce sont les adultes de demain. Merci beaucoup. Merci. Charlotte pour cette introduction qui était très complète. Merci aussi effectivement à nos équipes qui ont construit cette journée, cette réunion ce soir, mais il y a eu aussi du travail en amont. Et puis merci aussi à nos 4 intervenants qui ont témoigné d'une situation locale, mais qui est selon moi
qui illustre parfaitement bien ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Donc, Charlotte vous a expliqué, moi, je suis donc députée France Insoumise avec Charlotte. On est toutes les deux membres de la commission des finances. C'est vrai. Et ça a quelque chose à voir avec ce dont on va parler ce soir, parce que vous le savez, c'est aussi le nerf de la guerre et les financements, les budgets sont assez essentiels pour faire fonctionner nos services publics. Et c'est une bataille d'actualité, mais j'y reviendrai après. Et elle vous l'a dit, moi, avant d'être élue députée en juin 2022, j'étais éducatrice spécialisée et je travaillais dans un CDEF, donc les mêmes établissements dont on vous parle ce soir, moi à Clermont-Ferrand, et je travaillais dans un service qui s'appelait une maison parentale. Donc c'était de l'accueil judiciaire, protection de l'enfance, mais parents, enfants et majoritairement des femmes avec des très jeunes enfants, souvent en sortie de maternité ou enceintes. Et donc moi j'ai fait ma carrière professionnelle en protection de l'enfant. J'avais découvert pendant des stages aussi la pédopsychiatrie, donc je pourrais en parler parce que c'est aussi un secteur qui va évidemment très mal et qui est très lié à ce que nous travaillons, nous, en protection de l'enfance, mais à toutes les questions sociales et sociétales. L'effondrement de la psychiatrie et de l'hôpital public a des conséquences quotidiennes dans la vie des habitants et des habitantes, mais plus particulièrement des plus vulnérables et notamment des enfants placés. Et donc moi, quand je suis arrivée à l'Assemblée, déjà, j'étais une des premières parlementaires éducatrices spécialisées à rejoindre les bancs. Il y en avait déjà eu, mais c'était assez confidentiel. Et moi, je suis arrivée avec la protection de l'enfant dans mon sac à dos en me disant, voilà, je vais évidemment être une parlementaire qui va parler de plein de sujets, parce que de toute façon, c'est notre travail de parlementaire, siéger en commission des finances, donc s'attaquer au budget de l'État, ce qui n'est pas un petit morceau. Mais en plus, j'aimerais vraiment que la protection de l'enfance, les droits des enfants en général, soit un sujet qui soit étudié, travaillé et discuté à l'Assemblée nationale. Parce que, comme beaucoup, j'avais fait le constat que c'est souvent des sujets qui sont très invisibilisés, à la fois de l'espace politique, mais aussi de l'espace médiatique, sauf quand il y a un drame. Et malheureusement, on prend toujours, mais c'est pareil, moi je fais beaucoup de parallèles avec l'hôpital public, quand il y a un événement dramatique, évidemment, ça fait la une des journaux, tout le monde en parle, et puis après, malheureusement, ça retombe, et derrière, la situation continue à se dégringoler. Et donc, moi, quand j'ai attaqué mon mandat, j'ai contacté aussi Lies Loufoque, que j'imagine vous connaissez, un ancien enfant placé, qui a écrit ce fameux livre qui s'appelle « Dans l'enfer des foyers », et qui résume ce qu'est un parcours d'un enfant placé. Un parcours fait de ruptures, déjà des ruptures avec ses parents, avec ses parents qui sont, comme on dit, défaillants, maltraitants, en difficulté pour plein de raisons qui sont assez diverses, mais qui sont le point commun et le fait de ne pas pouvoir assurer la sécurité psychique et physique d'un enfant, et qui raconte son parcours fait de ruptures aussi avec ses éducateurs, avec ses familles d'accueil, ses foyers, les violences dans les foyers. Et moi, quand j'étais éduque, je l'ai lu, évidemment, parce que je voyais bien ce que je faisais au quotidien. Et ça avait beaucoup résonné en moi en me disant, mais en fait, moi aussi, je suis un outil de la maltraitance. Dans mon quotidien, ce que je fais, je rentre chez moi le soir et je suis pas contente de ce que j'ai fait. Je suis très mécontente de moi et j'ai même honte, en fait, de mes conditions de travail. Mais du coup, mes conditions de travail déterminent des conditions d'accueil des enfants les plus vulnérables. Et j'avais dit, voilà, je suis devenue le bras armé de la maltraitance, et ce qui était complètement incompatible avec ce pourquoi j'ai voulu faire éducatrice. Et donc, quand je suis arrivée à l'Assemblée, j'ai demandé à Lies si ça l'intéressait qu'on travaille aussi ensemble. Et lui, ça tombait avec le fait que lui, il se mette en pause, parce que c'est très dur de porter ses combats, surtout quand c'est sa vie privée et personnelle. Et pendant un an, il avait besoin de prendre l'air, et ce que je comprends, et c'est évidemment tout à fait nécessaire dans ces batailles. Mais j'ai cherché des espaces parlementaires et s'est créée la délégation droits des enfants à l'Assemblée nationale. Donc moi, j'ai vu un petit signal en me disant, c'est une bonne nouvelle que le droit des enfants soit un espace aujourd'hui politique dans l'Assemblée. Bon, j'évite déchanter quand on sait aussi comment fonctionne aujourd'hui la Ve République, à savoir, même avec une majorité relative, nous sommes quand même assez écrasés par les macronistes qui pourtant n'ont pas cette majorité qui permettrait d'être assez hégémonique. Et la délégation droits des enfants s'est vite retrouvée un lieu d'audition. Alors souvent, ça peut être intéressant quand on auditionne la défenseur des droits ou des institutions comme ça qui font le même constat que nous, mais aussi une belle vitrine pour les ministres, et notamment Charlotte Cobel, qui a répété pendant des semaines que c'était merveilleux ce qu'elle faisait, qu'elle se battait. Bon, je vous passe les détails, mais vous voyez à peu près de quoi je parle. Et donc, on s'est dit, faut qu'on remue tout ça. Et donc, n'arrivant pas à avoir des espaces officiels avec mon équipe, on a réfléchi à comment mettre ce sujet à l'ordre du jour. Et on a pris notre petite force, nos petits moyens, et on s'est dit, on va se déplacer dans les départements de France pour aller évaluer un peu où on en est. Parce que, comme c'est une politique décentralisée, il y a 101 politiques de protection de l'enfance dans notre pays.
avec des disparités, des inégalités qui sont incroyables. Il y a une vraie rupture d'égalité quand on est enfant placé. Nous n'avons pas du tout la même chance si on est, je sais pas, dans le département des Landes ou si on est dans le département du Nord, par exemple. Et un des sujets, moi, que j'ai commencé à travailler sur ce déplacement, c'est la non-exécution des placements. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, ça n'existait presque pas, si ce n'est justement dans le Nord, qui est un département très très sinistré en termes de protection de l'enfance, mais depuis longtemps. Alors, c'est pas satisfaisant, mais c'était pas quelque chose qui était courant. Et en fait, quand on fait un peu de veille d'actualité, parce qu'il n'y a pas d'indicateur, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a 0 indicateur au niveau national, c'est-à-dire le ministère se fiche complètement aujourd'hui de l'application des décisions de justice. Parce que là, je parle de juges des enfants, de magistrats qui ordonnent un placement, c'est-à-dire qui estiment qu'un enfant est en danger grave et imminent dans son environnement familial et qui doit être protégé. Et il n'y a 0 indicateur qui permet de savoir si ces enfants sont protégés. Mais quand on fait un peu de veille d'actualité, on se rend compte que dans de nombreux départements, nous avons des enfants qui patientent à domicile. Mais au prix de drames absolus. Nous avons des enfants qui décèdent aujourd'hui dans notre pays parce qu'ils ont été placés par le juge, mais faute de place dans les foyers, restent à domicile et peuvent décéder, soit sous des coups, soit sous des négligences. Et moi, j'avais pu interroger Charlotte Cobel, par exemple, suite au décès d'un petit garçon de 3 ans en Sarthe, qui était quelques jours après son ordonnance de placement, était encore à domicile et est tombé par la fenêtre. Alors Charlotte Cobel m'a expliqué que c'était un malheureux accident. Moi, j'ai essayé de lui expliquer que c'était une défaillance absolue de l'État et des départements. Et donc, on essaie, nous, et j'ai pu interroger aussi Dupond-Moretti pour lui demander pourquoi il n'y avait pas d'indicateurs, pourquoi on ne savait pas. Alors, ils adorent pourtant faire des stats, des évaluations, ça c'est quand même leur truc. Et bizarrement, là, il n'y en a pas. Il m'a expliqué que c'était très, très compliqué à faire, donc ce que je n'arrive pas à entendre, parce que je suis désolée, des cabinets de juges pour enfants peuvent faire des remontées au niveau national et on pourrait savoir. Et ben, c'est ce que vient de faire le syndicat La Magistrature, alors qui a fait avec ses propres moyens aussi. Malheureusement, c'est pas tout le territoire national, mais a sorti aujourd'hui même et l'a publié ce rapport que vous pouvez trouver sur Internet et l'a présenté à l'Assemblée. Donc, j'étais pas parce que j'étais avec vous. Mais le syndicat La Magistrature, qui n'a pas couvert l'ensemble du territoire, estime à 3500 enfants qui aujourd'hui actuellement attendent une place pour être protégés. 3500 enfants dans notre pays qui sont en danger dans leur famille, alors qu'un juge des enfants demande leur placement. C'est un indicateur qui est affolant, en fait, en termes de dégradation d'un service qui vise à protéger la vie d'enfants. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien. On n'est pas dans un truc anecdotique. 3500 enfants avec des départements, là encore, très repérés, comme le Nord. Mais moi, je viens du Puy-de-Dôme. Alors, on en a beaucoup parlé, j'y reviendrai. Mais par exemple, dans le Puy-de-Dôme, c'est 80 enfants, ce qui est énorme vis-à-vis de la population de notre département. Et donc, ces placements non exécutés, pour nous, c'était un peu le point de départ des déplacements. Et quand on se déplace, on rencontre des magistrats, on rencontre des professionnels, des syndicats, des associations. On essaye d'avoir un peu un état des lieux. Et partout où on passe, évidemment, la situation, elle est catastrophique, dans des degrés divers d'effondrement. Mais en tout cas, le chemin est le même. La Moselle, évidemment, n'est pas le pire. Mais en tout cas, la situation n'est pas satisfaisante, ça c'est clair. Et on va vers quelque chose, si évidemment il n'y a pas de réaction, on va vers cet effondrement qui fait qu'on ne serait plus capable de protéger des enfants. Alors, le manque de place, il est lié évidemment à plusieurs facteurs, mais il y en a un qui est important, c'est que d'une part, il y a des économies qui ont été faites sur les places, parce que quand on est président de département et souvent de droite, ça vous aura pas échappé, c'est pas super vendeur la protection de l'enfance. Ils aiment bien plutôt faire des jolis ronds-points, des belles routes, passer à 90 pour dire qu'ils sont efficaces. Ils sont même assez cyniques pour dire aujourd'hui qu'ils veulent de nouvelles compétences, alors qu'ils sont incapables, pour la plupart, de répondre aux compétences qu'ils ont, qui sont quand même les questions d'aide sociale d'ailleurs, mais pas que pour les enfants, mais les RSA, les EHPAD, et ça, ils sont quand même pas bons. Et en plus, l'autre jour, ils nous demandaient, par exemple, des compétences agriculture, parce qu'ils aimeraient bien, alors ça, c'est un peu plus vendeur. Il y avait la crise agricole, donc c'était sympa de le faire. Et donc, il y a évidemment des économies budgétaires qui ont été faites par les départements, mais il y a aussi une vraie crise dans nos métiers. Une vraie crise, et pas de vocation, mais en tout cas de reconnaissance. Et ça, c'est évident parce que d'une part, il y a la perte de salaire. Il y a 30 ans de ça, un éducateur était plutôt un métier qui était correctement rémunéré. Alors, on n'était pas riche et personne fait ça pour la richesse, hein, on est bien d'accord. Mais c'était un métier qui s'en sortait bien, qui arrivait à vivre, à partir en vacances, comme on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on est payé à peine au-dessus du SMIC en sortant des études. Donc, évidemment, c'est pas attractif. Ça, c'est une première chose. En plus, il faut se battre pour avoir des miettes, notamment pour avoir le Ségur. Les éducateurs n'étaient pas du tout prévus dans le Ségur de la santé parce que c'était à l'hôpital. Et pourtant, je le rappelle, moi comme les autres, on était dès le premier jour du confinement à nos postes avec les gamins à gérer le confinement de foyer, ce qui était quand même un exploit en tant que tel parce que voilà, en sureffectif,
un ordi pour faire l'école à la maison pour 15 gamins sur des services. Autant dire que c'était quand même un exercice là aussi très périlleux. Et zéro reconnaissance, pas d'applaudissements, pas le président qui parle de nous. Donc évidemment, ça dit quelque chose de comment on considère ces professionnels et évidemment leur mission, donc les enfants qu'on protège. Cette crise, elle existe aussi par la dégradation réelle des conditions de travail. Donc j'ai parlé des rémunérations, mais le fait aussi que nous sommes un métier où il n'y a aucun taux d'encadrement. Il n'y a rien qui régit le nombre d'adultes pour les nombres d'enfants présents. Quand on envoie nos gamins en colo, il y a un ratio qui est donné pour savoir combien d'animateurs il faut pour combien d'enfants accueillis en colo. C'est pas le cas pour des enfants dont leur vie quotidienne sont dans des foyers. Ce n'est pas le cas pour les collègues qui sont au quotidien avec ces enfants, qui peuvent se retrouver seuls pour 15, pour 40. Moi, j'étais seule pour 47. Alors, il y avait des parents, mais quand même. Enfin, c'est quand même des conditions de travail qui sont hallucinantes et hyper dangereuses, en fait, parce qu'on a l'impression, et c'est là, on rentre le soir chez nous, on se dit, mais en fait, j'ai rien fait de la journée, quoi. À part faire du gardiennage pour éviter qu'il y ait un accident. Mais sinon, je n'ai pas fait mon travail de projet, d'accompagnement, d'écoute, voilà. Et c'est les mêmes choses qu'on entend à l'hôpital. À l'hôpital, il y a des batailles pour avoir des ratios patients-soignants parce que, en fait, sinon, ce n'est pas possible. On est dans l'industrie, en fait, et c'est pas ça notre travail. Et donc, nous, on se bagarre, par exemple, pour avoir des taux d'encadrement. Et ça, c'est les employeurs qui les demandent, des associations d'enfants de structures de protection de l'enfance qui demandent des taux d'encadrement. Il y a un décret qui est rédigé depuis que c'était Taquet qui était ministre. Il n'a jamais été publié, ce décret. Il est prêt, hein. Alors évidemment, ça coûte 1,5 milliard d'euros. Mais en même temps, il faut cet argent. Et je veux dire que les milliards d'euros, quand c'est pour faire des cadeaux fiscaux ou des aides aux entreprises, on les trouve sans problème. Il faut aussi revenir sur les formations. Parce qu'il y a quelque chose qui a vraiment accéléré la crise de recrutement, c'est Parcoursup dans les IRTS. Ça a été une catastrophe. Alors Parcoursup, c'est une catastrophe partout, hein. Dans les facs, voilà, on est contre les algorithmes qui choisissent l'avenir des jeunes, ça évidemment on est contre. Mais il faut voir que dans les métiers du soin et du lien, comme les écoles d'infirmières ou les écoles de travailleurs sociaux, ça a été vraiment un accélérateur de difficultés pour recruter et former. Moi, je l'ai vu dans mon service, mais je sais que ça, c'est assez convergent. Donc, par exemple, nous, on a déposé un texte avec notre groupe qui vise à abroger Parcoursup déjà dans les IRTS. Évidemment, si on arrive, on ira plus loin, on ira porter pour partout, pour tous les secteurs. Ensuite, je le disais, il y a l'austérité. Et l'austérité, c'est très, très actuel. Vous avez suivi évidemment les coupes budgétaires. Alors, il y a le déficit, la dette, tout ça, panique à bord. Alors, bien sûr, tout ça a été assez bien calculé, hein. Les libéraux savent très bien faire paniquer tout le monde pour après dire, il faut qu'on coupe. Et là, on est vraiment en train de vivre ça. Donc, il y a déjà 10 milliards qui ont été supprimés par décret en une nuit. Sans qu'on soit consulté, hein, c'est quand même pas mal en termes démocratiques, mais comme ils font passer tous les budgets en 49.3, ils sont plus à ça près. Mais il y a encore 40 milliards à trouver, c'est-à-dire qu'on va encore prendre sur les services publics. La protection de l'enfance est un service public, comme l'hôpital. Et par exemple, moi, j'ai essayé de suivre le budget protection de l'enfance au niveau de l'État, en me disant, bon, tout le monde a compris que c'était la crise, et quand on a découvert qu'il y avait 6% en moins. Donc c'est pour vous dire qu'on est quand même dans des trucs économie, et les départements de leur côté font aussi eux-mêmes leurs économies dans les budgets qu'ils vont allouer pour faire des jolis ronds-points, j'ai déjà dit. Donc on a vraiment un enjeu budgétaire. Et là où c'est insupportable, c'est qu'on voit que entre département et État, en fait, les deux se renvoient la balle. Et en fait, il y a une guerre permanente entre ces deux institutions, mais au milieu, il y a des mômes, quoi. Au milieu, il y a des enfants, et on a vraiment... En fait, j'ai l'impression des fois de voir qu'on appelle les conflits de loyauté entre parents. C'est un peu la même chose quand on regarde l'État et les départements. Chacun est, dans son rôle, dit c'est de la faute de l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. Bon, et résultat, tout ça est en train de s'effondrer. Et ça, moi, je l'ai vu particulièrement sur les décrets d'application de la loi Taquet. Et je vais revenir à mon département avec le suicide de Lily en janvier dernier. Qui évidemment, alors moi c'était mon département, c'est mes collègues qui l'accompagnaient, donc je me retrouve à être alertée de ça. En plus c'était pas sorti, donc nous on le sort dans la presse. Moi j'arrive à avoir une QAG pour mon groupe et en parler. C'est d'ailleurs la première fois, je pense qu'en question orale au gouvernement il y avait les enfants placés. Donc bon, et en fait, ce qu'on comprend, c'est que cette jeune fille, cet enfant, donc s'est retrouvée dans un hôtel alors qu'elle avait 15 ans, qu'elle avait déjà fait une tentative de suicide, dans un hôtel où il y a juste un gardien, qui est peut-être sympa, mais bon, c'est pas son métier. Et quand on demande pourquoi cet enfant était là, tout simplement parce que depuis la loi de 2022, le décret d'application n'avait pas été pris. Et c'est pas faute d'avoir relancé, nous, la ministre, pendant des semaines et des semaines, à lui dire pourquoi le décret n'est pas sorti. À chaque fois, elle nous disait, il va arriver, hein, il est prêt. Et il a fallu attendre que cette jeune fille se suicide pour qu'enfin il rédige un décret qui est absolument nul, parce que le décret en plus il déroge à la loi elle-même, hein, c'est un décret qui encadre en fait les placements hôteliers. Et en fait, quand on gratte pour savoir pourquoi ce décret il n'a pas été pris, mais parce que les départements de France, qui sont à droite majoritairement, avaient bloqué.
parce qu'ils n'ont rien préparé, parce qu'ils refusent de préparer et d'investir pour la protection de l'enfance. Donc effectivement, si on interdit les placements, ce qui est à peu près le cas aujourd'hui, même si on n'est pas encore là où on voudrait, les placements hôteliers, ils sont pas prêts, donc ils vont continuer. Ou alors ils font des colocs. Maintenant, c'est le nouveau truc. Alors on est pour l'autonomisation des jeunes, qu'on puisse les mettre dans des appartements avec des éducateurs. Mais là, c'est pas du tout ça. C'est on loue des apparts, on met des gamins dedans et puis on y passe quand on peut. C'est absolument insatisfaisant. Et ça a été vraiment la bataille pour moi qui illustre en fait la négligence à la fois de l'État mais aussi des départements. Et en fait, quand on a commencé à gratter sur la non-application des lois, on s'est rendu compte, chose assez intéressante, que les lois les moins impliquées depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron sont les lois qui concernent les droits des enfants. Les enfants placés, mais les enfants dans tous les milieux. Et ça dit quelque chose aujourd'hui de comment les politiques perçoivent les droits des enfants dans notre pays. C'est accessoire. C'est quelque chose qui arrive après, ou si on peut, si ça coûte pas trop cher, on le fera, mais sinon on s'en fout un peu. On fait de la com, et après derrière, on passe pas aux actes. Et en fait, en regardant, on se rend compte que ces lois-là manquent de décrets d'application. D'ailleurs, la loi Taquet n'est toujours pas appliquée. On est en 2024. Il manque encore une dizaine de décrets, notamment sur la santé, sur plein de choses. Enfin, voilà. Ça, c'est assez inacceptable parce qu'on fait croire en plus qu'on avance, mais en fait, on n'avance pas du tout et on recule parce qu'on voit que le manque de moyens fait qu'il y a des reculs. Je vais essayer d'aller plus vite parce que je vais pas vous assommer, mais ce qu'on voit là, c'est que ça s'attaque à tous les âges de la protection de l'enfance. Dans les témoignages, c'est intéressant, c'est que on a des difficultés dans tous les services. Moi, j'essaye de parler beaucoup des tout petits, parce que c'est pas eux qui vont aller péter la gueule à l'éduc quand ça va pas. C'est pas eux qui vont aller péter le mur parce que ça va pas. Mais c'est des enfants c'est des bébés, hein. Enfin, vraiment en pouponnière, c'est du 0-3 ans. Mais moi, j'y ai travaillé dans mon département, qui est aussi dans un état catastrophique au niveau de la pouponnière. Mais ces enfants-là sont aujourd'hui entassés dans des conditions qui sont inacceptables. Parce que il y a pas assez de place, parce qu'il y a plus de familles d'accueil pour pouvoir les orienter et répondre à leurs besoins, qu'au quotidien ces enfants ont affaire à des adultes différents tous les jours, le matin, le soir, le midi, le soir, mais aussi la nuit, c'est-à-dire qu'à aucun moment ces enfants peuvent être sécurisés. Et les professionnels qui y bossent font tout ce qu'elles peuvent. Enfin, clairement, moi je suis vraiment en train de défendre les collègues parce que on fait ce qu'on peut dans ces conditions-là. Mais on sait très bien que c'est pas du tout adapté aux besoins fondamentaux de l'enfant. Et ces tout petits bébés aujourd'hui qui, je le répète, rentrent pas chez eux le soir, parce que c'est aussi ça qu'il faut comprendre quand on parle d'enfants placés. C'est que leur vie, c'est les foyers. Leur référence, c'est les éduques. Ils ont rien d'autre. Ils vont pas rentrer, c'est pas une journée pourrie. Le soir, on retrouve les parents et ça va aller mieux. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Et ces enfants-là se retrouvent à développer des syndromes qu'on pensait disparus dans notre pays, qui sont le syndrome de l'hospitalisme. Ce qui est ni plus ni moins une dépression sévère du nourrisson. Avec des enfants qui vont se couper, qui vont avoir des troubles du développement, mais massives, et qui vont être des adultes exploser plus tard. Et ça, on le voit dans le Puy-de-Dôme. Moi, j'ai été alertée par des pédopsies du foyer, du CDF, par des pédiatres qui alertent là-dessus. On sait que c'est aussi le cas en Loire-Atlantique avec des enfants qui aujourd'hui sont à l'hôpital, faute de place en pouponnière, et les infirmières les emmènent en réunion d'équipe pour que les enfants entendent d'autres voix. Enfin, vous vous rendez compte, aujourd'hui, nous sommes la 7e puissance mondiale, ça a été dit, nous sommes en 2024, et nous sommes incapables d'offrir à des bébés qui n'ont rien demandé, qui ont quelques jours de vie, au moins une figure, quelqu'un qui peut prendre soin d'eux. Et ça, c'est pas juste parce que c'est la crise et que c'est comme ça. C'est que ça fait des décennies qu'on a désinvesti massivement dans ces services et dans ces professionnels. Et donc, aujourd'hui, nous avons, je vais quand même juste parler, parce qu'on a parlé des ados, il y a les sorties sèches de l'ASE, parce que ça a été effectivement le contrat jeune majeur jusqu'à 21 ans. Ah, c'est bien. Nous, on est d'accord, mais en fait, les départements le font pas. Ou alors trouvent des trucs pour le contourner, c'est ça qui est incroyable. Ils font des contrats, 3 semaines, 2 mois. Donc, ils ont eu un contrat de jeune majeur parce que c'est obligatoire. Mais en fait, ils sont juste virés des services à 18 ans et 3 mois. Ce qui est hyper, personne n'est autonome. Moi, vous m'auriez mis dehors à 18 ans, j'aurais été comme ces jeunes-là à la rue parce qu'en fait, ça n'existe pas l'autonomie à 18 ans. Mais là encore, il faut des moyens, il faut de la volonté politique. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Alors, il y a des départements qui font ça bien, évidemment. Tout n'est pas complètement catastrophique. Mais aujourd'hui, la majorité des lieux, des départements de France, sont dans cette situation-là. Et donc, je veux en venir à quelle est aujourd'hui la réponse de notre gouvernement. Quelle est la réponse du président ou du Premier ministre quand on parle jeunesse? Quand on parle enfant-jeunesse, on parle répression. Voilà. Aujourd'hui, depuis quelques mois, alors c'est depuis plusieurs années, mais je trouve qu'il y a une accélération très claire à l'arrivée d'Attal et le discours, vous savez, le réarmement de Macron, là, où il faut faire des bébés, tout ce discours-là, mais qui est un langage guerrier, un langage belliqueux. Et le discours dont tu as cité avec Attal, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, dit clairement là où ils en sont.
Ils en sont dans une vision de la jeunesse qu'il faut contraindre, qu'il faut surveiller et qu'il faut réprimer. Et on l'a vu avec le SNU, on le voit avec l'uniforme, mais on le voit aussi avec tout le discours aujourd'hui sur la délinquance des mineurs. Moi, je vais juste rappeler quelque chose. La délinquance, les faits de délinquance des mineurs, ils diminuent aujourd'hui. Mais alors, ça va bien sur CNews de dire que ça augmente. Par contre, il y a un truc qui augmente et dont on parle jamais, c'est la violence sur les mineurs, qui augmente. Et en fait, on a plus de mineurs en danger dans notre pays que de mineurs délinquants. Et puis, de toute façon, notre philosophie, nous, dans notre pays, c'est que un mineur délinquant est avant tout un mineur en danger. Parce qu'un mineur qui est délinquant, ça veut dire qu'il a un problème de repère, un problème de construction, un problème d'autorité, effectivement, mais n'est pas un mineur qui est dangereux. Il est avant tout un mineur en danger. Et en fait, de revenir sur ce changement-là de paradigme, c'est exploser nos acquis sociaux, c'est-à-dire ce qu'on a fait après-guerre avec l'ordonnance de 45. On a toujours fait primer l'éducatif sur le répressif. Alors ça fait un petit moment qu'il détricote, je suis pas naïve, mais là on est dans une accélération qui est très forte. Et moi j'ai bien peur qu'aujourd'hui la protection de l'enfance devienne le parent pauvre de la répression de la jeunesse, pas de la PJJ d'ailleurs, parce que la PJJ c'est l'éducatif. Quand on nous annonce de vouloir faire des CEF à tout va, alors personne ne sait l'efficacité, parce qu'il n'y a aucune évaluation qui dit qu'un CEF, un centre éducatif fermé, ça a une efficacité. On sait juste que ça, l'incarcération, que ce soit en CEF ou en prison, augmente le nombre de récidives. Voilà, le résultat, il est surtout là. Que la Cour des comptes elle-même nous dit, vaut mieux arrêter et vérifier à quoi ça sert. Ça coûte un pognon, laisser tomber, un prix de journée en CEF, c'est énorme. Et donc voilà, le discours, c'est celui-ci. Et le discours encore plus dangereux pour moi, c'est le discours raciste. Et là, je vais en venir au MNA. C'est que la protection de l'enfance, elle s'effondre, elle s'écroule, elle est à terre. Mais là, il y a la petite musique des départements de France et du gouvernement qui nous disent, mais attendez, si ça va pas fort, c'est qu'on a trop de mineurs étrangers. Mais c'est un peu la même chose, comme si l'hôpital public, il allait mal parce qu'il y avait des étrangers en France. Mais la protection de l'enfance, elle va pas mal parce qu'il y a des MENA. D'une part, parce que là, il y a plus de MENA qui arrivent, mais c'est aussi le rattrapage Covid. Donc, on n'est pas sur un afflux, on serait débordé d'immigrés qui arriveraient dans notre pays. Mais en plus, tout simplement parce qu'un MENA, avant d'être un étranger, c'est un enfant. Un enfant qui doit être protégé. Ce sont des textes qui le disent. C'est la loi de notre pays. C'est aussi la Déclaration internationale des droits de l'enfant. Donc, il y a vraiment un vrai danger avec ce discours-là qui est profondément raciste, mais qui est mis en musique par les départements. Et il y a beaucoup de départements dans notre pays qui ont dit « Nous, on va arrêter d'accueillir les MENA, on n'a plus les moyens ». Mais c'est hyper hypocrite parce que ces départements, pour la majorité, ont des budgets excédentaires. C'est vraiment, et c'est juste pour raviver ce discours xénophobe qui est bien installé, on va pas se mentir. Mais là, ça serait les boucs émissaires parfaits, ça serait ces mineurs étrangers. Donc ça, moi, j'alerte beaucoup les collègues là-dessus. La protection de l'enfance, elle ne connaît pas de nationalité. Elle accueille de manière inconditionnelle tous les enfants en danger, d'où qu'ils viennent, de quelques départements, quelle que soit leur couleur ou leur religion. Nous, on n'est pas là pour ça, on est là pour protéger des enfants. Et donc, on a vraiment à avoir une grande vigilance là-dessus, parce que moi je le vois, là, on sent venir, Darmanin avait en tête de recentraliser la protection de l'enfance des étrangers en préfecture, donc de livrer les évaluations au service de préfecture qui fonctionne déjà très très mal. Moi, dans mon département, le Puy-de-Dôme, c'est 8000 dossiers en attente, mais pas pour les MNA, pour les titres de séjour. 1 an de retard. Donc imaginez, vous mettez les MNA là-dedans, ils ont le temps d'avoir 25 ans. Donc voilà. Et donc, moi, je vais terminer là-dessus. C'est le travail parlementaire qu'on essaye de faire. C'est donc évidemment d'alerter. C'est ce qu'on fait quand on le peut, les QAG, les questions gouvernement, dans les médias. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que font les collègues. C'est se bagarrer aussi pour défendre des textes, notamment sur les MNA. La loi immigration a été censurée pour bonne partie par le Conseil constitutionnel, sauf pour les MNA. Il reste une préférence nationale qui concerne les jeunes MNA qui ont été pris en charge en protection de l'enfance. Et s'ils deviennent majeurs et qu'ils reçoivent une OQTF, ils seront exclus de la protection de l'enfance et expulsables. Donc là, le Conseil constitutionnel n'a pas jugé que c'était une préférence nationale alors que c'en est une. Donc on a déposé un texte pour revenir sur ces 2 articles-là. On dépose plein de textes pour essayer d'améliorer et surtout on a porté l'idée de faire une commission d'enquête sur l'aide sociale à l'enfance. Alors c'est le PS qui a fait son droit de tirage et c'est très bien dans le sens où ça a accéléré la commission d'enquête. Elle s'est installée la semaine dernière. Bon, c'est mal parti dans le sens où normalement une commission d'enquête, elle a un bureau qui est censé représenter les forces en présence de l'Assemblée nationale, donc qui est censé être à peu près pluraliste. Bon, il se trouve que j'ai candidaté pour être vice-présidente, que je n'ai pas été élue et que j'ai voulu aussi intégrer en tant que secrétaire, je n'ai pas été élue. Donc dans le bureau de la commission d'enquête, il y a la socialiste qui est rapporteure et la droite et les macronistes.
Voilà. Donc, petit signal qui commence mal, ça n'empêchera pas qu'on va travailler, mais c'est pour dire que même quand on arrive à créer ces espaces-là, ils n'ont pas envie que ça bouge. Et c'est pour ça qu'ils ont dealé avec les LR, c'est pour que les départements soient bien là. Parce que nous, ce qu'on porte aussi, et je vais terminer là-dessus sur les grandes propositions, c'est d'une part de remettre les droits de l'enfant, des enfants, au centre du débat, que ça soit le fil rouge des politiques publiques. On peut pas faire des lois sans évaluer ce que ça va créer chez les enfants. Quand on fait la loi Kasbarian qui vise à expulser les gens, les squats et criminaliser, les conséquences, c'est sur les enfants en premier, et ça, c'est jamais abordé. Il faut que dans toutes les politiques publiques, le fil rouge, ça soit les droits des enfants. Il faut que nous arrivions à remettre des moyens, évidemment, dans ces services publics. Et il faut que cette commission d'enquête puisse aussi trouver les responsables aujourd'hui de cette situation, parce qu'il y en a. Moi, je suis pas d'accord pour dire que c'est comme ça, que c'est arrivé par hasard et que c'est un peu la fatalité. Non, il y a des responsables. Charlotte Cobel, par exemple, n'a pas pris le décret. Et il faut, aujourd'hui, nous, ce qu'on porte, c'est la recentralisation. Si les départements veulent faire chacun des économies et sans une politique, moi, je pense que quand il n'y a pas d'égalité dans une politique publique, on est en dessus de tout. Et il faudrait que l'État reprenne la main, reprenne son rôle, remette des moyens pour assurer à tous les enfants, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur département, des droits. Et du coup, le premier, c'est-à-dire le droit à la protection. Donc, c'est notre fil rouge dans le mandat. On va continuer à se bagarrer. Même si je vous avoue que c'est assez décourageant des fois, mais voilà, c'est important de ne pas lâcher. On lâchera pas, et on est ravis en tout cas aussi d'avoir des échanges avec vous, parce que la politique, comme disait Charlotte, c'est pas. Enfin, moi, je suis pas omnisciente, je suis pas au courant de tout, et donc ça se fait parce que on part de ce que disent les concernés, les professionnels, et je vous assure que tout ce qu'on entendra ce soir, ça sera aussi des citations pour nous dans les commissions d'enquête. Ces paroles-là, elles sont précieuses. On fait pareil avec les enfants, parce que c'est ça la politique. C'est les gens, c'est les premiers concernés qui doivent être le moteur et surtout le lieu de décision de ces politiques publiques, ce qu'ont beaucoup oublié les politiques depuis beaucoup trop longtemps. Voilà, je vous remercie.